Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Amandine. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon, Amandine Bazin. Vous êtes hypnothérapeute. Oui, exactement. Alors on va lever tous les clichés sur cette profession dans cette émission, donc je ne vais pas me mettre à parler toute seule, les yeux fermés. Je pense que ça va bien se passer. Oui. Vous allez nous expliquer ce que c'est que l'hypnothérapie, parce que c'est un métier qui est hyper à la mode. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui s'installent comme hypnothérapeute. Oui. Vous, la particularité, c'est que vous faites plein d'ateliers. Vous faites des ateliers aussi pour les entreprises, les étudiants. Vous faites aussi, vous recevez en consultation les gens. Et ça complète un petit peu toute l'offre et tous les sujets de santé mentale. Oui. Donc, j'avais envie de vous entendre aujourd'hui et de vous inviter à partager votre parcours avec nos membres de l'équipe des Lyonnes. Mais Amandine, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous diriez que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement ? Alors oui, c'est une vaste question. Je pense qu'on pourrait même dire que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, en fait. Ah, carrément ? Ouais, carrément. Parce que j'ai des grands-parents du côté de ma maman qui sont instituteurs. Et c'est un peu les représentants de la République, quoi. Donc, le liberté, égalité, fraternité, on peut dire qu'ils les ont incarnés. Et moi, j'ai passé des heures, toutes mes vacances scolaires, donc de l'âge de toute bébé jusqu'à mes 17 ans, à non seulement les entendre défendre ces valeurs-là, mais en plus de ça, les voir faire, aller dans les maisons de retraite, s'occuper des personnes âgées. Donc moi, j'étais là à leur côté, aller accueillir des jeunes Turcs, familles qui arrivaient dans le village, dans les HLM, et participer à toutes sortes d'activités comme ça. Donc ça, on peut dire que je suis tombée dedans de ce côté-là. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi pour vous ? C'est quoi la définition de l'engagement ? De l'engagement, je pense que c'est avant tout respecter ses valeurs et des valeurs qu'on incarne et qu'on a au fond de soi. Un peu comme ce que mes grands-parents, sans le savoir, ils m'ont transmis en les voyant faire, quoi. Et alors justement, chez vous, ça se traduit comment, cet engagement, aujourd'hui ? Cet engagement, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment fait aujourd'hui, c'est d'écouter les gens. Et en fait, ce truc-là, je me suis rendu compte que, de fait, depuis que je suis petite, je le fais. Tout le monde vient me raconter ses histoires. Même j'ai travaillé dans des grandes entreprises et je me souviens que ça faisait la queue devant mon bureau. Même le DG venait me raconter ses histoires. Et d'avoir des personnes de confiance où on sent qu'on est écouté et que l'autre en face, il prend le temps de comprendre et reformuler ça, c'est quelque chose de rare. Et on pourrait peut-être dire que c'est un peu, moi, mon don, je ne sais pas si on peut parler de don, mais en tout cas une qualité que j'ai, et sans que ça me coûte, en fait. Je l'ai naturellement, on va dire. Vous êtes la confidente en chef des gens. Vous arrivez bien à entendre. Oui. Amandine, dans votre secteur d'activité, vous diriez que, alors peut-être pas dans votre secteur, ou peut-être à l'aune des patients ou des gens que vous recevez en clientèle, vous diriez que les femmes en France aujourd'hui, elles sont suffisamment présentes, visibles, incarnées dans l'espace public, dans le débat public, au sens de la cité ? C'est quoi votre regard sur la place des femmes aujourd'hui en France ? Mon regard, je pense qu'elles le sont, mais je pense qu'elles pourraient l'être plus si elles avaient plus de moyens. Je vais parler, moi, de mon propre exemple, et pour en connaître d'autres dans la même situation. Moi, je suis toute seule à élever mes enfants. Et ça, finalement, quand on travaille, quand on a des enfants à charge, quand on a des responsabilités, quand on a une charge mentale qui est énorme, plus la compta, plus les sports ménagers, comme j'appelle ça, on aimerait bien être encore plus engagé et investi. Moi, je sais que je le fais au quotidien par chance, dans mon métier, et puis je le fais dans ce métier de maman aussi. Mais si j'avais la chance d'avoir plus de temps pour le faire plus, je le ferais encore plus, oui, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui ressort de ce que les femmes viennent vous dire dans vos consultations ? Alors évidemment, sans révéler de situation personnelle, mais c'est quoi la place aujourd'hui des femmes ? Elles se sentent à leur place, elles se sentent visibles, elles se sentent épanouies, ou on ressent des difficultés liées à un contexte de société, ou pas, parce que c'est des situations très individuelles et qu'on ne peut pas forcément tirer d'enseignement ?
Bon, déjà, il faut savoir que moi, mon regard, il est un peu biaisé. Parce que les gens qui viennent me voir, c'est des gens des femmes qui vont pas bien, ou qui se posent plein de questions, ou qui n'arrivent pas, qui suivent une psychothérapie, et puis, ou qui en ont suivi une, et qui viennent chercher une personne de plus pour les aider. Donc, c'est pas c'est pas des femmes qui n'ont pas besoin de soutien. Et ce que je dis souvent, les personnes qui viennent, c'est comme si le fait de demander de l'aide ou d'aller chercher une personne de confiance, c'est déjà 80% du boulot, quoi. Et après, en l'occurrence, moi, les personnes qui viennent, et pourtant, en ayant aussi des parents médecins où j'ai entendu des histoires de vie très dures, et que je lis énormément d'histoires, je suis quand même chaque jour choquée par les histoires de vie de ces femmes qui vivent des choses, enfin, qu'on n'a pas idée, souvent des douleurs et des choses qui sont souvent cachées, pas dites, et peut-être plus souvent même des personnes qui, quand on les voit comme ça, elles incarnent l'épanouissement, la force, et en fait derrière il y a des histoires de vie qui sont parfois très compliquées, oui. Alors Amandine, on va parler tout à l'heure de votre métier, de ce qu'on fait derrière quand on est hypnothérapeute. Mais avant, j'ai envie de parler de votre parcours, et j'ai envie de vous poser la question, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande ? Alors, moi, quand j'étais petite fille, je voulais... et c'est ce que je disais, moi, c'est compliqué pour moi de faire qu'une seule chose. Donc, je changeais tous les jours d'avis. Je voulais être fleuriste, après, je voulais être coiffeuse, après, je voulais être journaliste, après, je voulais être médecin. En tout cas, il y a une chose que j'ai toujours voulu, c'était être maman depuis petite. Et voilà. Et j'ai eu cette chance, on peut dire que c'est un vrai boulot en soi, d'être maman. Donc, et ça aussi, c'est quelque chose qui est... souvent un peu comme si c'était normal en fait d'être maman, comme si c'était rien, et non, en fait c'est pas n'importe quoi. Et être maman de ses enfants, et être maman aussi dans des familles recomposées où les enfants qui sont là, c'est pas les nôtres aussi, ça aussi c'est quelque chose qui est pas simple, donc et on ne parle pas beaucoup de tout ça, quoi. D'accord, mais quand vous étiez petite fille, vous pensiez pas à ça? Non, je pensais pas à ça. C'était quoi votre rêve le plus fou? Vous disiez, voilà, moi je veux faire quoi? Mon rêve, c'est quoi? Moi, c'est de quoi? Ouais, je pense qu'il y avait... en fait, peut-être parce que à la maison, mes parents, ils parlaient que de médecine parce qu'ils sont médecins et ils n'ont vécu que pour leur médecine. Et puis que j'ai été l'aînée d'une famille, je pense que aider les gens, prendre soin des gens, c'est quelque chose que j'ai en moi. C'était dans votre univers. Ouais, je pense qu'il y a ça. J'aurais pas pu, je pense, travailler dans un autre secteur après. D'ailleurs, j'avais fait un bilan à un moment de ma vie, là, en me disant... Alors, attendez, on va pas trop loin, on va beaucoup trop vite. Alors, donc, du coup, entre la petite fille et la jeune fille qui commence à s'orienter, vous avez fait quoi comme études? J'ai préparé le concours médecine. J'ai pas eu le concours médecine. Et puis après, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, j'avais fait un bilan à l'époque étudiante et j'ai fait la fameuse école lyonnaise, une école de commerce. Et puis après, j'ai travaillé, je suis partie à Paris et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur de la santé et à toutes sortes de postes. J'ai travaillé dans des agences de communication santé, à monter des projets, des tables rondes, des études cliniques. J'ai travaillé ensuite dans des petits laboratoires et après dans des grands laboratoires. J'ai eu la chance à chaque fois de tomber sur des missions où c'était la catastrophe. Où j'avais un peu comme une feuille blanche, où par exemple, pendant 10 ans, j'étais en charge d'un dérivé de morphine où personne ne prescrivait ce médicament parce que même en interne, il y avait eu des effets secondaires, l'horreur. Et donc, j'arrivais à chaque fois sur des chantiers comme ça, des missions à accomplir et la chance aussi d'avoir des gros budgets. Donc, j'ai pu, là, par exemple, sur cet antalgique, j'ai pu aller toquer à la porte du grand spécialiste un peu
un peu audacieuse, la gamine, le numéro 1 à la Société française d'études et traitements de la douleur. Je suis allée au culot le voir et lui dire, voilà, j'ai un gros budget. Les médecins, ils ont 20 heures de formation sur la douleur. Aujourd'hui, c'est le premier motif de consultation. Vous savez plein de trucs. Moi, j'ai des sous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi? Et donc, avec cet homme, on a monté plein de projets comme ça. Et c'était super intéressant. Et donc, j'avais la chance de faire ce métier aussi avec la liberté, parce que j'ai des patrons qui m'offraient toute leur confiance, en plus des sous que j'avais. Okay. Et j'ai pu créer plein de choses, parce que je pense que je suis un peu une créative aussi. Et donc, voilà, créer pour la santé, pour les patients, pour que les gens soient en meilleure santé physique, mentale. Et avec ce que je dis souvent, ça ne sert pas forcément à quelque chose d'aller réinventer des choses qui existent déjà, mais d'aller sur le terrain voir les experts. Et après, en fonction de ça, on écoute. Ce que je dis souvent, c'est on écoute. Et puis après, on construit. C'est de la stratégie. Et puis pour moi, pour vivre mieux dans cette optique de soins, de comment vivre mieux, quoi. Ça a été facile d'évoluer dans ce milieu santé, marketing, peut-être de laboratoire. C'est quoi la situation de la place des femmes dans ce milieu ? Bonne question. Alors, quand j'étais, moi, dans la partie médicaments, on peut dire que je faisais partie des seules femmes. Hein. En plus, j'étais la seule à pas être ni médecin ou pharmacien ou biologiste, parce qu'en général, ils l'étaient tous. Moi, je pense que j'ai peut-être été prise par ma personnalité, je pense. Et puis parce que je suis allée au culot à chaque fois. Et puis peut-être parce que c'est peut-être une force aussi, mais je pense que je suis honnête avec ma sensibilité. Et mine de rien, je pense qu'on a besoin de gens comme ça. Et je pense que ce qui peut paraître être un peu une faiblesse, finalement, ça a été un peu ma force, quoi. Et c'est plutôt des hommes qui vous ont fait confiance, alors qu'ils vous ont donné... mon grand patron qui m'a fait confiance, oui, c'était un homme. Et qui, je pense qu'il a... Lui, pour le coup, c'est un homme avec une grande sensibilité et très respectueux des femmes. Et il était entouré comme ça de plein de femmes. Et ça a été pour moi un vrai mentor, oui. Donc, vous évoluez comme ça dans le secteur de la santé et du marketing, on va dire, des événements, etc. Et puis, à un moment, vous vous dites, tiens, j'ai envie de changer d'activité. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est quoi votre cheminement ? Mon cheminement, alors moi, j'ai pas fait de monter comme ça en hiérarchie. C'est pas quelque chose qui m'intéressait parce que je suis pas très politique et puis peut-être parce que je dis trop ce que je pense. Donc ça m'a joué des tours. Et puis je suis plus intéressée à aller découvrir, vous voyez, la santé en communication sur le terrain. J'ai même fait un poste qui normalement était un poste d'infirmière à organiser les retours de soins de patients. Je suis plus à aller découvrir comme ça dans la linéarité. Et puis effectivement, en fait, c'est avant le confinement où là, moi, j'étais arrivée dans un poste, dans un labo où on me demandait de me taire et puis de faire ce qu'on me demandait de faire. Et ce qui ne va pas trop avec ma personnalité. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un bilan. Puis j'en ai même fait plusieurs. Et en fait, il s'est avéré que ce milieu-là, il me plaisait vraiment et que je n'avais pas raison de changer. Et donc, je me suis formée. J'en ai fait plusieurs. Et dans le premier métier qui est arrivé, c'était hypnothérapeute. Je ne sais pas ce que c'était que ce truc. Donc, j'ai commencé à lire. Et puis, ça tombait bien parce qu'il y avait le confinement. Donc, j'ai commencé à lire, à me former. Et puis, comme on ne savait pas combien de temps ça durait, je me suis formée. Puis, moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc, quand je commence un truc, voilà. Donc, je passais, on va dire, 5 heures de ma journée à m'occuper de mes gamins. Et après, le restant de la journée et de la nuit, je me formais et puis à la fin du confinement, j'ai commencé à pratiquer et puis après, j'ai pas arrêté. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? Ça consiste en quoi, hypnothérapeute ? Alors, il faut savoir que le métier d'hypnothérapeute, c'est un métier un peu comme à l'époque le métier d'ostéopathe qui aujourd'hui n'est pas réglementé. Et moi, je me suis appliquée à choisir une école hyper réglementée qui justement respecte moi l'éthique dans laquelle j'ai vécu, l'éthique médicale, et d'être vraiment, je suis vraiment en partenaire des médecins et des soignants. Je fais pas que, alors chacun sa place, mais en tout cas moi telle que je la pratique, je fais pas que du bien-être, mais vraiment je me considère, il y
aujourd'hui, les personnes qui viennent à moi, c'est des médecins généralistes ou des médecins ou des psychologues ou même des psychiatres qui m'envoient. Et de la même manière, moi, quand il y a des personnes qui viennent et qui vont pas bien, je les invite à aller voir les médecins. Donc, on va dire que je suis un peu... un partenaire de santé. Voilà, un partenaire de santé. Avec cette éthique, parce que, en fait, aussi... Quand on fait un métier comme ça, mine de rien, on est en position haute et c'est des gens qui vont pas bien. Donc, c'est important aussi de pas faire n'importe quoi. Et parce que ça peut soit servir à rien, soit sans le savoir, on peut orienter ou quelque part manipuler la personne à lui demander de faire ci ou ça, qui est pas, ou à lui faire partager son expérience, alors que je suis pas juste, je suis personne pour dire ce qu'elle doit faire ou pas. Et puis autre chose aussi, donc je l'espère très vite que ce métier va être réglementé. Et puis aussi, moi, je m'applique à une fois par mois travailler avec un psychiatre où je lui présente des cas patients pour qu'il me donne son avis de psychiatre. D'accord. Et puis moi, je me fais accompagner aussi par un hypnothérapeute et par ce médecin quand je sens que j'ai besoin, parce que c'est des métiers qui sont très durs et ça, c'est des choses qui ne sont pas dites. Souvent, les gens, ils vont dans des métiers comme ça, mais faut quand même être costaud et soi-même en bonne santé mentale et veiller à avoir une bonne santé mentale pour être suffisamment disponible pour accueillir les personnes et les aider, quoi. Mais alors, vous m'avez toujours pas dit de quoi on traitait. On traite de quoi quand on est hypnothérapeute? Alors justement, je me suis dit, vu qu'il y a cette interview, je vais regarder là les personnes qui sont... C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'on fait dans ce... Et j'ai regardé, donc j'en ai vu 25 là cette semaine, et puis j'en ai vu 25 la semaine dernière, et j'ai noté les mots-clés en fait. Et souvent, il y a des personnes qui viennent et elles savent pourquoi elles vont pas bien. Et puis, il y en a qui viennent et elles savent pas pourquoi ce qui va pas. D'accord. En tout cas, souvent, c'est soit parce qu'elles sentent comme un blocage, soit parce qu'elles ont peur, soit souvent, c'est parce qu'elles sont dans des virages de vie, après un deuil, soit parce qu'elles sont en pleine surcharge mentale, ou elles sont à 2 doigts du burn-out, ou elles sont dans la dépression, ou elles sont en fin de dépression. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont addictes au sucre, à l'alcool, des personnes qui ont des phobies. Là, c'est pareil, il peut y avoir une personne qui a une phobie, qui vient, j'ai la phobie de l'avion, mais en fait, derrière, il n'y a pas forcément qu'une phobie de l'avion. Il peut y avoir une histoire qui se cache derrière, ou peut-être, sans le savoir, ça peut être un prétexte inconscient, comme on dit ce mot, d'aller demander de l'aide, quoi. Vous avez beaucoup d'hypnothérapeutes femmes aujourd'hui en France? Oui, c'est quand même en formation, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Après, l'école, moi, dans laquelle je travaille, où j'ai été formée et je continue à me former, pour le coup, c'est que des hommes en haut, et je leur ai dit que ça serait peut-être pas mal qu'il y ait un peu plus de femmes, justement. Très bien. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Je pensais que vous alliez beaucoup plus développer. Ce que je pourrais dire de plus, les personnes... Alors, ce qu'on fait en cabinet, déjà, les personnes qui viennent, souvent, c'est des gens qui sont dans une surcharge mentale de dingue. Et parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est hyper sollicité. Mais ça, typiquement, est-ce que c'est spécifiquement plus féminin que masculin, ou c'est vraiment tout le monde qui est sursollicité? Je pense que c'est tout le monde. C'est tout le monde, ouais. Ok. Et je pense que... Et d'ailleurs, je suis très étonnée, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent. Alors, ils viennent parce qu'ils vont pas bien, ou parce qu'ils ont peur de leurs examens, ou parce que... voilà. Oui. Mais il y en a plein aussi, et ça, c'est vraiment chouette, qui viennent parce qu'ils aimeraient bien se connaître mieux. Et ils sont dans cette démarche de mieux se connaître, limite préventive, quoi. Où notre génération, il y a déjà plus de personnes, mais la génération de nos parents, il n'y en a pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup des... Ah oui, et petite particularité, c'est ça que je voulais poser votre question, parce que vous faites évidemment des rendez-vous individuels, mais vous avez choisi de faire des ateliers collectifs. Oui. On peut faire des ateliers d'hypnothérapie en atelier Alors collectif? moi, j'apprends des choses en fait. Je leur transmets des choses que moi-même j'ai appris. Je donne, par exemple, je leur enseigne l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, en fait, il y a plein de choses. Ce mot, ce que je dis en fait pendant des années, j'ai bataillé pour expliquer ce que c'était que le marketing, ou derrière ce mot marketing, c'est un peu et le mot hypnose, c'est un peu pareil. Ah oui. En fait, l'hypnose, c'est un état où on est là et autrement là, et c'est un état qui est complètement naturel. D'accord. C'est un état où on est
complètement dans ses ressentis, où on n'est pas à réfléchir tout le temps et on éveille les sens. Et on parle beaucoup, et d'ailleurs j'ai été impressionnée aux Jeux Olympiques, on parle beaucoup de préparation mentale pour les sportifs. Oui. En fait, en cabinet, on fait un peu la même chose pour des personnes comme vous et moi, quoi. Ouais. Donc c'est comment pour un sportif, on va l'aider à se concentrer pour ralentir ses pensées. Donc on va l'aider à fixer un point, l'accompagner à apprendre à fixer un point, à écouter des bruits, à fermer les yeux et sentir son cœur qui respire, des choses comme ça, qui fait qu'un sportif, quand il apprend ça, une fois qu'il arrive sur le match, eh ben, il va être complètement concentré. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apprendre pour des étudiants, par exemple. Ouais. Oui, en fait, on apprend à gérer son stress, à gérer vous le disiez souvent, ses émotions dans la journée aussi, quand on doit se préparer à différentes échéances. Exactement. Donc ça, c'est des choses qui permettent de ralentir les pensées, et encore plus quand on réfléchit beaucoup. Et après, et puis je répondrai à la deuxième question, en cabinet, une fois qu'on est dans cet état-là, en fait, on fait de l'apprentissage. C'est-à-dire que une fois que je suis là, en fait, moi, je suis là, puis comme je suis pas très bavarde, je suis là, moi, je fais de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que j'accompagne la personne et je lui demande ensuite d'imaginer un endroit. Et après, j'invite la personne à soit elle se voit elle, soit on le fait de manière complètement métaphorique. Et ça, c'est génial parce que je me sers beaucoup, moi, de la créativité des gens, où elle se visualise elle, soit elle sous forme d'elle-même, ou soit elle qui, je sais pas, ressemblerait à une marionnette, à un crapaud, et puis de voir, en fait, souvent, s'il y a comme des conflits intérieurs. Ah oui, okay. Donc, par exemple, elle est là, et puis si elle avait quelque chose, une colère qu'elle a à transmettre, comment elle ferait ? Et du coup, en fait, le cerveau, il fait pas... comment dire, s'il imagine le crapaud en train d'aller bouger comme ça et de se décharger de la colère, et que même à la fin, la personne se rend compte que non seulement émotionnellement, une fois qu'elle l'a fait, ça va mieux. Parce que c'est comme si elle le faisait, en fait. Et après, même, elle apprend des choses. Et sur elle-même, par exemple, elle apprend qu'elle est en capacité, pour les fois prochaines, d'aller se défendre, par exemple. Une personne qui n'a pas suffisamment confiance en elle, ou qui se dit que, en fait, moi, je ne peux pas me défendre, je ne sais pas faire, eh ben, non seulement elle l'apprend, parce que le cerveau, c'est comme s'il faisait vraiment. Ouais, voilà. Et ensuite, elle vient apprendre pour pouvoir le redécliner. Ensuite, si, je ne sais pas, une femme qui a du mal à trouver sa place parce qu'elle travaille dans une entreprise où c'est que des gros machos qui passent leur temps à la rabaisser, bah, elle sera pendant la séance déchargée en se visualisant comme la grenouille qui défonce ce qu'il y a autour. Et puis souvent, des séances comme ça, émotionnellement, c'est fort. Hein. Les personnes en séance, très souvent, ça... il y a de l'émotion, hein. C'est pas juste on parle et on imagine des crapauds ou des crevettes, hein. Ça, et après, vu qu'elle aura vécu ça et moi à la fin je vais lui dire, du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de ça, s'il fallait que vous disiez quelque chose à vous, pour que après, le lendemain ou dans les jours qui viennent, elle se sente suffisamment en capacité, vu qu'elle l'aura appris comme un sportif en préparation mentale, à aller se défendre ou affirmer qui elle est ou ses valeurs, quoi. Amandine, j'imagine que vous ne regrettez pas votre transformation professionnelle ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, du coup je bégaye, transformation, et moi on parle souvent de reconversion, et moi j'aime pas trop ce mot-là parce que je trouve qu'on a un peu le fruit de plein d'apprentissages. Ouais. Et typiquement, si on revient à cette notion de comment peut-être cadrer ces métiers là de l'accompagnement, de valider ça aussi, parce que mine de rien, moi je suis pas psychologue, je suis formée à ces grilles de psychologie, mais n'empêche que j'ai vécu en entreprise. Donc par rapport à un psychologue ou un médecin, j'ai vécu moi ces heures de réunion qui sont des fois violentes ou compliquées, ou alors violentes, hein, parce que oui, vous avez expérimenté voilà, sur le terrain. J'ai expérimenté ça, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais je sais de quoi je parle, quoi. Je suis désolée, il faut qu'on a été un petit peu, parce qu'on est quand même très bavard, on est parti très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vous ne regrettez pas ce changement de vie. Vous n'avez jamais eu le syndrome de l'imposteur, de vous dire finalement, moi, je vais sur un terrain, mais je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Vous avez jamais senti
Parce qu'on dit souvent que les femmes, elles ont ce syndrome de ne pas avoir confiance en elles ou de se dire qu'elles ne sont pas forcément à leur place. Déjà, moi, je pense que j'ai confiance en moi. Ouais. Et puis, quand je ne sais pas quelque chose, je le dis. Et je travaille avec tous ces experts, avec ces référents. Donc, dès que j'ai une question, j'ai le psychiatre que j'appelle. J'ai plein d'experts autour de moi et je leur demande, je m'applique surtout à ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Amandine, vous donneriez quoi comme conseil aux gens qui nous regardent et qui se disent tiens, c'est vrai, c'est des sujets autour de la santé finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la santé, puis c'est vrai que quand on ne peut pas faire médecine ou etc., des fois on est un peu démuni, puis on change complètement de secteur, alors qu'en fait on ne sait pas, mais qu'il y a beaucoup de métiers qui sont connectés. C'est ce que vous avez parfaitement décrit dans cette émission, je vous en remercie. Quel conseil vous donneriez aux gens qui nous écoutent, aux jeunes lionnes qui ont envie de travailler sur ces sujets ? C'est Omar Sy l'autre jour qui parlait de ça. C'est de vraiment, quand on est avec quelqu'un, quand on demande ça va, c'est vraiment et de pas juste dire ça va, quoi, de vraiment être à l'écoute et de se rendre vraiment disponible pour s'assurer que les gens vont bien, quoi. Et peut-être encore plus les personnes qui d'extérieur sont lumineuses, parce que parfois c'est bien celles qui ne le montrent pas, quoi. Et Amandine, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, quelle serait la mesure que vous prendriez pour que les femmes elles soient plus visibles, présentes, épanouies dans l'espace public, dans le débat public ? Alors, une baguette magique, il va falloir que je choisisse quelque chose, c'est ça ? Commencer par une mesure, après. Une mesure. Il y a des personnes qu'on ne voit pas, et c'est les mamans solo. Les mamans qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, et elles ont beaucoup de choses à faire. Et je pense que ces personnes-là, ça serait bien qu'il y ait plus de budget, plus de temps, pour justement s'assurer qu'elles aillent bien, voilà, parce que c'est pas forcément le cas, et moi j'en vois beaucoup au cabinet, et dans l'intérêt d'elles, de leurs enfants, de leur entourage, de leur entourage, parce qu'une maman qui va pas bien, les enfants ils vont pas bien, et même j'ai envie de dire à l'échelle de l'entreprise, quoi. Moi j'ai une amie qui est députée au Parlement européen, il y a une crèche là-bas, et donc elle laisse sa petite là, et du coup elle part travailler en confiance, et si jamais je trouve que ça manquait un peu de ça, quoi. Surtout dans notre société où ça va quand même pas... C'est compliqué, quoi. Enfin, bon, je me trompe peut-être. Mais... Merci beaucoup, Amandine, d'être venue prendre ce Café des Lionnes avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous. Merci.